C'est vrai que... Parfait. Et bien donc, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette séance conclusive au bout du monde, hein, comme ça a été dit. Donc, j'ai la chance d'avoir des oiseaux derrière moi. J'espère que la connexion ne s'envolera pas avec eux, mais j'ai bon espoir. Je remercie l'ONPE pour cette invitation et surtout de nous faire travailler sur un thème comme les négligences, qui est un thème subtil, j'ai envie de dire. Et effectivement, pour ce qui me concerne, on m'a invité à parler de... Donc, j'essaye pendant ce temps-là de vous partager mon écran. Partager. Voilà. Donc, vous retrouverez bien évidemment le PowerPoint sur le site d'Idéal Connaissance, comme à l'habitude, que j'ai concocté spécialement pour cette séance. Donc, effectivement, on m'a demandé de parler des négligences sous l'angle de la recherche-action, qui est un travail que je mène actuellement avec Juliette Halifax, qui est démographe. Et c'est intéressant parce que je dois avouer que la recherche-action, c'est une posture un petit peu atypique et je me rends compte que depuis le début du séminaire ONPE, je le suis dans la perspective maintenant d'être sur le terrain. Et je me rends compte que ça suscite chez moi des sentiments assez mélangés. Alors, pour partie, l'émerveillement habituel d'entendre mes collègues aborder des questions pointues en termes de connaissances. J'entends quelqu'un qui parle derrière moi. Je ne sais pas qui c'est. Donc, avec l'émerveillement d'entendre mes collègues parler de connaissances pointues, tant en matière de diagnostic que de prise en charge. Et puis aussi, je l'avoue, avec une pointe d'agacement. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît chez les travailleurs sociaux et que jusqu'à ici, j'avais du mal à comprendre. Maintenant que je suis sur le terrain, je commence à mieux discerner pourquoi. Et c'est parce que ce dont on parle en majorité dans des séminaires comme celui de l'ONPE, c'est des approches très expertales que sur le terrain, on voit vraiment très peu. Et du coup, il y a comme ça une espèce de frustration de se dire, mais comment et quand est-ce qu'on accède à toutes ces connaissances et toutes ces prises en charge, ces bonnes pratiques de prise en charge? Eh ben, on ne sait pas trop. Et du coup, c'est sous cet angle-là que je voulais introduire cette séance, c'est-à-dire pas sous l'angle de la spécialisation pointue, mais sous celle du travail ordinaire. Et on a pensé, tous ceux qui avec moi mènent cette recherche-action, que c'est un travail qui parle peut-être plus de difficultés que de solutions, mais qui méritait aussi d'être entendu. Et c'est à ça que je voudrais donner une voix ce matin. Donc, pour attaquer tout de suite le vif du sujet, une recherche-action sur le milieu ouvert, les pratiques de protection d'enfants en milieu ouvert. Pourquoi ? Eh bien, parce que, il faut quand même le rappeler, la protection de l'enfant dans sa famille, c'est quand même la moitié des enfants protégés chaque année. On a tendance peut-être à un peu l'oublier compte tenu du fait que la lumière est souvent mise sur le placement. Pour autant, le milieu ouvert, alors ça, on ne le sait peut-être pas, c'est moins d'un dixième des dépenses de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ça dit aussi quelque chose par rapport à ce qui est engagé en termes de protection à domicile. Et puis, pourquoi une recherche-action sur les pratiques de protection à domicile? Parce qu'elle reste mystérieuse depuis 1982. Depuis qu'on a des travaux sur le milieu ouvert, on ne sait pas vraiment ce que font les professionnels en milieu ouvert. Et là, je donne la parole à Paul Durning, créateur de l'ONPE en 2004, mais qu'il a dirigé pendant quelques années, qui disait déjà en 1994 que fait un éducateur de milieu ouvert? Quels sont ses objectifs, ses moyens d'action, ses indicateurs ou indices de succès ou d'échec? Chaque cas paraît unique. Et cette singularité qu'on a, c'est vrai, quand on intervient dans les familles, où on plonge au cœur de l'intimité des familles comme dans jamais aucune autre intervention, j'ai envie de dire, eh bien, la difficulté, c'est quand même de passer de cette hyper-singularité à quelque chose d'une remontée en généralité qui permettrait d'avoir des connaissances plus spécifiques d'un certain nombre d'aspects sans pour autant descendre sur l'individualité radicale de la famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est ce à quoi on va s'atteler dans le cadre de la poursuite de la recherche-action. Et donc, un travail encore à mener. Et puis, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on s'était rendu compte avec Geneviève Guédan lors de la démarche de consensus sur la protection à domicile en 2019-2020, donc Geneviève Guédan en était la pilote, que sur le milieu ouvert, ce qui était le plus massivement repéré, c'est dans 3/4 des cas ce qu'on appelle des carences éducatives, donc des négligences, donc quelque chose de beaucoup plus diffusé et diffus que les autres types de maltraitance qui méritent donc qu'on s'y penche spécifiquement. Ça va, vous me suivez ? Ce n'est pas trop rapide ni trop lent. Très bien. Très bien. Parfait.
Par rapport à la méthode, je ne m'étends pas dessus, mais que vous sachiez quand même ce qu'on fait et d'où l'on parle. C'est donc une recherche-action qui se mène en Mayenne avec l'association Champ de Clair, dont normalement nous avons la directrice aujourd'hui parmi nous. Et c'est une recherche qui a pour vocation, puisqu'il est tellement difficile de faire parler les professionnels de ce qu'ils font, de faire partie des pratiques professionnelles, de l'intervention avec eux, et donc d'accéder aux logiques professionnelles en temps réel au fur et à mesure de leur déploiement. Pour ce faire, on est donc deux. Il y a moi-même et Juliette Halifax qui est démographe, et puis 12 professionnels chercheurs que l'on a recrutés sur la base du volontariat et qui nous ont ramené 20 situations, donc 20 familles qui sont suivies pendant 1 an. Donc, ça a commencé en septembre dernier et ça se conclura en septembre prochain, sachant que nous accompagnons donc les professionnels au domicile des familles, qu'on fait partie de l'intervention et qu'on collecte toutes les actions et tout ce qui est relatif à ces familles, y compris quand les travailleurs sociaux se réveillent la nuit en y pensant. Donc, quelque chose d'un corpus documentaire qui va être extrêmement pléthorique, j'ai envie de dire, et donc qui va poser des sacrés défis d'analyse. Donc ça, c'est ce qu'on a développé en direction des professionnels. En direction des familles, on a aussi voulu axer la recherche-action sur une perspective qui soit davantage de l'ordre du pouvoir d'agir des familles. Concrètement, ça veut dire qu'on a démarré la recherche-action avec une formation des professionnels à l'approche par les besoins fondamentaux de l'enfant, et notamment sur le fait d'appuyer l'intervention sur des supports plus concrets, donc des petits outils qu'on puisse laisser aux familles, avec lesquels on puisse discuter, des vidéos, etc. On a aussi adapté le fameux triangle des Britanniques, donc le Common Assessment Framework, qui a été adapté par les Canadiens sous le nom de LAC, me semble-t-il, ou de CAF, je ne sais plus, LAC, je crois, et par les Italiens sous le nom de PIPI. Je n'ai pas résisté à l'idée de vous le montrer. Donc, on a pas mal travaillé pour simplifier cet outil un peu et surtout pour le rendre plus ergonomique et permettre de le partager de manière plaisante et ludique avec les parents et avec les enfants pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus formalisée sur là où en sont les familles, sur leur évaluation de leur propre situation. C'est quelque chose qui marche pas mal. Et puis, la dernière innovation, c'est qu'on invite les familles à participer à 2 des 3 réunions qui jalonnent le déroulé de mesures. Donc, la première réunion qui est celle de projet et la dernière qui est celle de synthèse, sachant que pour cette recherche-action, on a négocié avec les professionnels qui gardaient la réunion d'évaluation. C'est un processus là aussi d'acculturation qui est en cours et on a voulu aller au rythme des professionnels. Donc voilà pour les méthodes. Si on passe maintenant à qui sont les familles protégées, et c'est un petit peu là le cœur de mon propos, eh ben, c'est sans grande surprise toujours les mêmes familles qu'on a identifiées depuis les années 1980, le rapport Biancolami, et j'ai cherché dans toutes les données dont on dispose sur qui sont les familles des enfants protégés. Je n'ai pas dit forcément l'ensemble des enfants maltraités, mais les familles d'enfants protégés. Eh ben, ce sont les familles populaires précarisées. Donc la France d'en bas est vraiment les personnes les plus vulnérables dans notre corpus pour 9/10 des familles. Et quand on regarde avec les travaux d'Émilie Potin, avec les travaux qui ont été menés par l'INSEE Nord-Pas-de-Calais en 2014, les travaux de Dencho et même les travaux des collègues qui parleront après sur l'intervention relationnelle, ce sont vraiment toujours les mêmes familles. D'où le fait qu'on est parmi nous aujourd'hui dans les panélistes, nos collègues d'ATD Quart Monde, parce que je pense qu'aujourd'hui, envisager des interventions sans le faire en synthèse avec des personnes qui sont expertes aussi de leur propre situation de vulnérabilité, de pauvreté, c'est quelque chose qui n'est pas propice à gagner des marges d'amélioration. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que de manière curieuse, cette vulnérabilité extrême des familles n'est pas tant perçue que ça. Alors d'abord parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'intervention, de la formation, excusez-moi, des travailleurs sociaux. Mais même moi qui ai pour habitude d'être sociologue et d'être extrêmement attentive à cet aspect, comme on a un partenariat sur le terrain qui fait que les difficultés des familles de l'ordre des financières, matérielles sont traitées par des partenaires et qu'on a très peu de temps et que donc l'obsession est de se centrer sur le soutien à la parentalité, ben, paradoxalement, on a tendance un peu à mettre de côté les difficultés vécues par les familles, ce que évidemment les familles ne peuvent pas faire. Donc, il y a quelque chose d'une insensibilité professionnelle à la réalité vécue des familles, du fait même de l'organisation du travail sur le terrain. Ça, je voulais le souligner parce que ça me semble intéressant. Si on regarde maintenant ce que
ce qu'affrontent ces familles comme problématique. J'ai voulu faire référence ici à la classification anglo-saxonne qui est celle du CAN, donc le Child Abuse and Neglect, parce que pour notre thématique du jour, je la trouve plus percutante, au sens où, contrairement à nous les Français qui énumérons la négligence comme le dernier petit paquet qui arrive après tout le reste, les anglo-saxons, ils ont deux volets. Il y a tout ce qui est commis, qui est problématique pour le développement de l'enfant, et tout ce qui est omis, et qui est problématique pour le développement de l'enfant. Et les deux sont vraiment l'un en face de l'autre. La négligence, ce n'est pas le dernier wagon du train. Donc, pour ce qui concerne nos familles, je vous ai mis en hauteur de police le degré auquel chaque type de maltraitance est représenté dans notre échantillon. Donc, les commissions ou les agressions physiques sont pas très représentées, et c'est ce qu'on appelait avant les violences éducatives ordinaires, donc claques, fessées, et aussi enfermement de l'enfant dans une pièce. On a ensuite les agressions psychologiques et émotionnelles qui sont liées au fait que les parents ont un vécu assez hostile de leur enfant qui est déjà assez défensif et souvent assez attaquant, et qui vont assez vite dépasser les ressources ou les compétences, comme on dit, des parents. Donc, quelque chose d'un dénigrement et d'une difficulté à valoriser l'enfant qui est assez fort, des cris aussi, agression sexuelle très peu répandue, voire marginale, et violence conjugale. Et là, je fais le lien avec tout ce qui a été dit jusqu'ici. On a eu la surprise de constater qu'on a un niveau d'exposition à la violence conjugale qui est omniprésent. C'est-à-dire, la difficulté de parler des négligences, c'est qu'on a quasiment jamais de négligence pure, on a toujours de la négligence associée à une autre forme de maltraitance, et ce qui est un peu normal, puisque dès lors qu'on est exposé à la violence conjugale ou à d'autres types de maltraitance, mais on est obligé de se désensibiliser pour supporter ce qui nous arrive, et donc ça fait le lit évidemment de la négligence. Donc là, on a quasiment 9 familles sur 10 qui sont exposées à la violence conjugale, pas forcément maintenant, mais auparavant, avec des mères multitraumatisées qui en plus ont souvent toujours affaire au père dans le cadre du DVH du père qui continue à s'exercer. Donc là, on a vraiment un problème significatif. Donc ça, c'est pour la partie abuses. Et si on regarde maintenant du côté des neglects, donc quelque chose d'un vaste ensemble comme ça, un peu indifférencié, jusqu'à ce qu'en France, on ait cette excellente initiative, cet excellent travail de cartographier les besoins fondamentaux de l'enfant, qui nous permettent de remplir ce vaste espace avec des choses plus spécifiques. Et là, on voit que dans notre échantillon, par exemple, on a peu de négligences lourdes de type problème d'hygiène ou des carences de soins. On a beaucoup plus un type de négligence qui est de l'ordre d'un déficit d'engagement de l'adulte auprès de l'enfant, qui est donc laissé livrer à lui-même. Et puis, tous les aspects qui soutiennent le développement, donc le besoin d'expérience et d'exploration du monde de l'enfant, n'est pas nourri, le besoin d'un cadre et de limites est très problématique, avec soit une absence, soit une hyper-présence du parent. Donc, quelque chose comme ça, j'ai envie de dire, du côté d'un désaccordage assez fort et aussi assez chronique parent-enfant, qui va faire que l'enfant est insécure et qui va ensuite amener des comportements qui vont assez vite dépasser les compétences parentales. Le tout dans un contexte très problématique avec lequel je fais le lien maintenant. Donc là, ce que vous avez malheureusement trop rapidement, c'est la cartographie que ATD Carmonde a construite avec l'Université d'Oxford sur les 9 dimensions de la pauvreté. Je voulais quand même la faire figurer dans cette intervention, puisque c'est la réalité de la majorité des familles accompagnées. D'une part, parce qu'on se rend compte que la pauvreté en tant que monde vécu, c'est quelque chose de beaucoup plus touffu que ce que nous, on a l'habitude de penser quand on pense pauvreté ou on pense précarité matérielle, mais qui vraiment frappe tous les socles essentiels à la vie de manière très violente. ATD Carmonde parle aussi de maltraitance sociale institutionnelle, et je dois dire que depuis que je suis sur le terrain et que je vois le sort réservé aux familles, c'est vraiment le terme de maltraitance qui me semble approprié. Donc, avec la difficulté qu'on est face au paradoxe du milieu ouvert, j'ai envie de dire, face à des personnes qui sont obligées contextuellement d'adopter une attitude de lutte permanente et auxquelles on demande de désarmer vis-à-vis de leur enfant, alors que elles sont dans un contexte qui ne change pas. Donc là, pour moi, on a une espèce d'aporie qui est assez problématique. Si je précise ça, si je traduis ça en termes de vécu individuel, là, j'ai rappelé le cerveau. Alors, on peut critiquer ce modèle de cerveau, mais il a quand même le mérite de rappeler que pour accéder aux fonctions cérébrales supérieures,
intelligente, planificatrice, cognitivement très développée, il faut que notre cerveau affectif ou limbique soit apaisé et donc notre centrale d'alerte, qui est l'amygdale, ne soit pas en permanence activée ni du côté des enfants, ni du côté des parents. Or, quand on regarde dans les conditions de vie des familles, tout contribue à activer en permanence leur stress. Donc, on a des familles qui ont un faible niveau de qualification. Nous, dans notre cohorte, la plupart des familles n'ont pas un niveau d'études qui excède le CAP, donc une scolarisation très courte qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes dans le rapport à l'école, qui est liée à des emplois. Alors, on a beaucoup de mères, évidemment, qui sont hors emploi, donc une exclusion de l'emploi ou une hyper-précarité de l'emploi avec des gens qui sont en CDD renouvelés de mois en mois. Donc, on a un niveau de précarité qui pèse, qui est considérable. On a évidemment du coup des revenus très précaires, pas du tout suffisants à faire vivre des familles. On a des familles qui vivent à 5 sur 1 RSA et donc des familles qui traînent des dettes structurelles qui les accablent chroniquement, même quand elles arrivent à avoir un travail et auraient les ressources pour faire vivre les membres de la famille. Il y a des dettes qui les poursuivent. Le logement, compte tenu de là où se déroule la recherche, moi, je ne rencontre pas le contexte que je connais bien. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, donc le logement en Seine-Saint-Denis, c'est tout autre chose que le logement en Mayenne, mais on a quand même des expulsions locatives avec un problème de relogement, mais pas forcément là où la famille a réussi à construire des appuis et avec des niveaux d'anxiété très importants. On a aussi des familles qui relèvent du modèle populaire, donc des femmes qui entrent dans la carrière maternelle très jeunes, souvent à partir de 19 ans. À 19 ans, il y a un quart des familles qui sont déjà mères, donc des parents très jeunes, qui n'ont donc pas beaucoup de ressources de vie, avec des familles plus nombreuses que la moyenne, bien au-dessus, puisqu'on a des familles entre 3 et 8 enfants. Et comme je l'ai dit, des situations de violence conjugale chronique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui ont des parcours de violence conjugale avec un conjoint violent, deux conjoints violents, trois conjoints violents, qui ont toujours des droits de garde des VH avec le père. Donc, vraiment une omniprésence de la violence conjugale qui est ce qui, de notre point de vue, crée le maximum de symptômes et un frein significatif à l'amélioration de la situation. Et puis, des problèmes de santé omniprésent aussi, ça fait le lien avec la question de la violence conjugale, on sait à quel point c'est délétère. Donc des problèmes de santé chez les enfants, chez les adultes, somatiques, psychiques, ce qui est complètement cohérent avec ce qu'on sait sur le gradient social de santé. Donc cette idée que l'état de santé des populations est directement proportionnel à leur niveau social. Plus on est cadre, plus on vit longtemps en bonne santé, plus on est ouvrier non qualifié, voire exclu, moins on vit longtemps et moins on vit en bonne santé. On en a une illustration éloquente sur notre terrain qui dit aussi le cercle vicieux qu'on a, c'est-à-dire un espèce d'état de poids dont les familles ne se sortent que difficilement. Donc, en résumé, par rapport à ce que je viens de dire, j'ai remis la cartographie des besoins fondamentaux qu'on a beaucoup développée sur les enfants, mais quand on est dans les familles, on se rend bien compte que les parents sont tout aussi concernés par ces questions de besoins fondamentaux. Et comme je l'ai dit, avec la difficulté qu'on demande à des personnes qui sont minorisées en permanence par la vie de devenir contenants pour des enfants, alors qu'eux-mêmes n'ont aucune contenance et que souvent notre intervention n'est pas, parce qu'elle est très limitée, en mesure d'apporter cette contenance à l'égard des familles. Donc, si je passe maintenant plus précisément aux pratiques professionnelles, alors je peux avoir, c'est vrai que quand je parle de ma recherche d'action en dehors des milieux professionnels, on me dit souvent, mais ce que tu dis est tellement déprimant. J'aimerais souligner ici que pas du tout. On a des interventions dans les familles qui sont extrêmement fortes, malgré le peu de temps à disposition, extrêmement impliqués, et on a vraiment l'impression de faire partie de quelque chose avec les familles, et c'est très fort, moyennant quoi c'est très peu confortable, parce que autant on a accès à la réalité, ou en tout cas à une partie de la réalité de la vie familiale, autant on est aussi limité par les conditions de vie habituelles des familles qui ont quelque chose d'un peu chaotique, d'où cette phrase emblématique du travailleur social de milieu ouvert, dont j'ai compris toute l'amplitude, qui est « on s'adapte ». Alors à quoi ? Je vous ai mis une image évocatrice, et encore, on s'adapte à quoi ?
Un contexte qui est très peu propice à l'intervention, qui est que quand vous arrivez sur le seuil de la porte, vous avez le premier enfant qui est ravi de vous retrouver parce que vous avez la maison des Playmobil et qu'il adore jouer à ça avec vous. Le deuxième enfant qui est tout petit, qui vous a oublié et qui vous fait peur et qui pleure. Madame qui veut vous parler des outils que vous avez laissés la dernière fois et qui veut vous dire absolument que ça n'a pas du tout marché. Monsieur qui essaye de fuir la cohue en allant faire une tarte aux poireaux dans la cuisine. Et le chien qui se met à monter en volume parce que lui aussi veut avoir sa part et que donc monsieur crie pour le faire taire. Donc, on a vraiment, et je le souligne ici parce que ce n'est pas qu'un trait d'humour, c'est aussi une réalité clinique. Quand on entre dans des familles comme ça, on a l'impression qu'on a un niveau d'attention qui devrait se démultiplier. Et encore, dans le cadre de la recherche-action, on est deux, mais la plupart du temps, les travailleurs sociaux sont tout seuls pour pouvoir répondre aux besoins fondamentaux premiers de chacun qui serait d'avoir un peu d'attention. Donc des familles aussi qui sont très désynchronisées entre elles, où on sent qu'il y a tellement de besoins qu'il n'y a pas l'espace possible pour prêter attention à quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi-même, sauf si cette chose devient très bruyante. Deuxième aspect, on fait aussi partie d'un univers de vie où les gens rentrent de leur accompagnement social ou rentrent du travail, il faut qu'ils donnent le bain, qu'ils fassent à manger. Il y a la sœur qui passe pour déposer ses enfants parce qu'elle part travailler. Donc, on a une maîtrise de la configuration de travail qui est assez faible. Et donc, il faut bien faire avec ce qu'on a, y compris les 3 petits-enfants qui vous montent sur la tête pour pouvoir chacun jouer avec vous. Et on a aussi des familles qui ont un tel niveau de problème que souvent, quand on vient les voir, elles n'ont pas envie qu'on leur parle ou besoin qu'on leur parle, elles ont envie qu'on les écoute vraiment de manière très vitale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, si on doit pouvoir intervenir, est un prérequis évidemment nécessaire, mais qui souvent nous prend une bonne partie de l'intervention, de l'heure et demie mensuelle qu'on a à consacrer aux familles. Alors, on va pouvoir dire, oui, mais c'est des familles qui ont des multi-accompagnements, et souvent, c'est vrai. Sachons toutefois que plus il y a de partenaires, plus il y a de complexité, que les familles ne comprennent pas toujours ce qu'on leur demande, ni nous non plus d'ailleurs, et qu'on a aussi des partenaires qui peuvent être en total désaccord entre eux, voire en totale contradiction, ce qui n'est pas non plus toujours évident. Dernier aspect, comme c'est 1h30 mensuelle, si vous avez enfin réussi à créer une bonne dynamique avec les parents, souvent vous vous dites, si je veux voir le petit de 4 ans tout seul pour voir comment il est un peu en dehors de sa famille, ça veut dire que le parent avec qui j'ai créé une bonne dynamique de travail, je le revois dans 2 mois. Donc, c'est vraiment dans très longtemps, 2 mois. On a quasiment oublié tout le monde ce qu'on avait dit les 2 mois précédents. Donc, par rapport à ces difficultés émotionnelles de l'intervention qui font intrinsèquement partie du travail en milieu ouvert, dont j'ai tendance à penser qu'il est dans le contexte d'intervention à la fois le moins théorisé et le plus délicat, tout ça s'effectue sur une toile de fond de familles très différentes. Et cette différence est souvent mise du côté de la défaillance individuelle, alors qu'en tant que sociologue, il est clair qu'on a là affaire aussi à une distance culturelle, c'est-à-dire qu'on a des familles, bon, je l'ai dit, qui sont d'extraction populaire, et le modèle éducatif populaire n'est pas le même que le modèle éducatif des familles de classe moyenne, que ce soit tant sur la question de la parole, que des écrans, que de l'école, que de la nutrition, que de la santé, que de la valeur de la vie. Tout ça n'est pas du tout du même ordre, et notamment les familles d'origine populaire n'ont pas le luxe de mettre les enfants au cœur de leur vie, c'est la survie qui est au cœur de leur vie, et ça fait beaucoup de différence. Donc ça, c'est quelque chose qui serait vraiment à prendre en considération de manière plus explicite et aussi de manière plus précoce, et d'où l'idée d'inviter ATD à participer à nos travaux, parce que je pense que c'est vraiment incontournable. L'autre aspect sur lequel je voulais insister avant de conclure, c'est que ces derniers temps, on a une inflation considérable, à mon sens, des exigences. On essaye de plus en plus cerner les choses. Alors, c'est un bon aspect au sens où ça produit de la clarté. Simplement, il faudrait que sur le terrain, ça suive en organisation du travail et en moyens, parce que sinon, cette inflation d'exigences, ça fait pression sur les professionnels qui eux-mêmes font évidemment pression sur les familles dont ils ont la charge, qu'ils ont la responsabilité de faire avancer, entre guillemets. Et par rapport à ça, on a été surprise, Juliette et moi-même, de constater que ce qui se passe dans la recherche-action, ce n'est pas tant du côté cognitif, ce n'est pas tant du côté des connaissances qu'on peut amener, que de l'accompagnement que nous-mêmes on peut offrir aux professionnels et qui nous ont désignés comme des tiers actifs. Ça, c'est un concept qu'ils ont inventé. Alors, tiers actif, ça veut dire qu'on est actif au sens où on partage avec eux une communauté de sorts
au sens où on partage leurs conditions de travail, la prise émotionnelle, la dévastation quand on apprend les pertes que subissent ces familles et les questions sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire parce qu'on a l'impression d'avoir tout essayé. Donc ça, on le partage avec eux et on comprend cette intransmissibilité. Et en même temps, on est un tiers parce qu'on est différent, on est chercheur, on a d'autres connaissances et nous, on a le temps de lire les dossiers, on a le temps de leur rappeler d'où partent les familles, d'où part l'intervention et qu'il y a quand même des choses positives. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le milieu ouvert, c'est pas seulement et les interventions en général, c'est pas seulement des connaissances, c'est aussi des dynamiques de travail. Moins l'enveloppe pour intervenir est large, moins on a de place pour les dynamiques de travail, plus les connaissances qu'on peut avoir deviennent peu opérantes. En conclusion, je voudrais insister sur le fait que les besoins fondamentaux, c'est une chaîne sensible. Les besoins, c'est ce qui est vivant en nous. Pour que ça puisse vivre, il faut que l'ensemble soit connecté à sa sensibilité. Ça veut dire que chacun doit être pris en compte. C'est pas les enfants ou la famille ou les parents. C'est pas la famille ou les professionnels. Si on veut que chacun engage sa sensibilité, il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui soient mises sous pression. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on vit. Donc, je voulais profiter de cette opportunité de parole qui m'est donnée pour remettre l'accent du côté des connaissances, c'est toujours important, mais aussi de la manière dont on porte les choses, parce que le regard positif, pour qu'il puisse survivre, il faut aussi des contextes d'intervention qui soient apaisés et qui soient suffisamment propices et prévus à la mesure des besoins qu'il y a sur le terrain. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis enchantée d'écouter vos questions. Merci beaucoup.